Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la plateforme du wellness, la plateforme dédiée au renouvellement du bien-être au sein de la cellule familiale. Et ce soir, je suis très heureuse de recevoir Emmanuel Suzerland. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir Yardena. Alors, je pense que c'est la deuxième ou troisième fois que tu interviens sur notre plateforme. Et ce soir, sur le thème de mieux comprendre le fonctionnement de son enfant pour mieux l'accompagner à l'école. Oui. Alors, Emmanuel, j'ai ton livre à la maison. Tu es auteur et professeur des écoles, formatrice en ce qui concerne les réflexes archaïques et bien d'autres casquettes. Je te laisse te présenter et je te remercie infiniment d'abord pour ton soutien euh, et ta collaboration. Eh ben merci, merci à toi Yardena de me faire participer. C'est vrai, c'est la troisième fois que je fais une conférence, donc il faut que je me renouvelle et que j'essaie de faire des choses différentes. Je suis enseignante spécialisée de l'éducation nationale, mais j'ai arrêté d'enseigner depuis quelques années et je me suis formée au réflexe archaïque. Et donc je suis devenue une ambassadrice des réflexes. Et j'essaye de diffuser ce que j'ai appris parce que c'était un outil absolument extraordinaire et une porte d'entrée pour comprendre les difficultés de son enfant, mais aussi les siennes et les difficultés en général et pouvoir y remédier. Je me suis un peu éparpillée, j'ai beaucoup travaillé sur les réflexes, j'ai fait des conférences, j'ai fait des formations. Euh, je fais encore des formations. Mais quand je me dis je me suis éparpillée, c'est que je répondais un petit peu à toutes les demandes et j'aidais un peu toutes les personnes. Et on sait tous qu'il y a beaucoup de gens en difficulté et beaucoup de gens qui vont mal. Et récemment, enfin, c'est-à-dire cette année, là, en 2023-2024, contre toute attente, je suis retournée à mes premières amours qui sont aider les élèves en difficulté. J'ai un peu recadré parce que je faisais trop de choses et puis que j'avais pas le temps et que ça me prenait beaucoup d'énergie. Donc maintenant, je continue les formations. Donc je forme des personnes qui veulent devenir praticiens en réflexe archaïque. Je forme aussi des enseignants parce que j'ai vraiment envie de diffuser cet outil pour qu'ils aident les élèves dans leur classe. Et, euh, et quant à moi, je fais des consultations uniquement pour les élèves en difficulté. Et c'est vraiment quelque chose qui me fait, que j'aime. Euh, et c'est pour ça que j'ai changé un petit peu ce soir, parce que à force d'aider des élèves, je dis des élèves en difficulté, mais en fait, j'ai envie de dire à force d'aider des élèves tout court, je me suis rendu compte que ce qu'on appelait difficulté, c'était peut-être par manque de connaissances et notamment par manque de connaissance du fonctionnement des enfants qu'on a devant soi. Donc, comme je vais toujours un petit peu plus loin, j'avais cette porte d'entrée des réflexes et je travaillais sur les réflexes avec les enfants que j'accompagne. Mais il y en avait qui me laissaient un peu perplexe parce que ben, je ne comprenais pas pourquoi ils n'y arrivaient pas, alors qu'ils n'arrivaient pas à mémoriser ou ils n'arrivaient pas à avoir, ils n'arrivaient pas à comprendre. Les parents me disaient, voilà, mon enfant est vraiment en difficulté à l'école. Et je suis allée un petit peu chercher plus loin. Et c'est pour ça que je vais vous présenter un peu des outils que j'ai trouvés, dont je me sers, qui permettent vraiment de comprendre le fonctionnement de son enfant. Et je pense que quand on se comprend et quand on comprend son enfant, là, en l'occurrence, vous êtes là pour vos enfants, mais quand on se comprend soi-même aussi dans son fonctionnement, bah, c'est beaucoup plus facile, du coup, de, de mieux fonctionner et d'avoir des meilleurs résultats. Donc voilà ce que je vais vous présenter ce soir. C'est pour le coup, ça vient pas de moi, ça vient pas forcément de moi. Je vais quand même vous parler un petit peu des réflexes à la fin, mais j'avais envie de vous présenter quelque chose d'un peu différent. Voilà. Donc si je peux démarrer comme ça, Yardena, je prépare toujours un petit peu des diapos.
Oui, Parfait. et du coup, je vais partager l'écran pour commencer donc ma conférence. Alors, je, vous me dites, tu me dis, Ardena, si vous voyez bien les diapos. Oui, tout est parfait, Emmanuel. Je fais un petit peu ma pub, hein, parce que voilà, j'ai écrit ces deux livres-là sur les réflexes. Le pouvoir des réflexes à l'école, c'est le premier. Et puis 2 ans plus tard, le B.A.B.A. des réflexes archaïques. Donc, vous avez toutes les informations sur mon site, euh, emmanuelsuterland.com. Et puis, vous avez mon mail, mais je pense que Yardena vous donnera tout ça si vous êtes intéressé. Et je suis aussi très heureuse de vous annoncer que j'ai co-écrit avec mon amie Cathy Assenheim, donc comme vous le voyez, L'enfant hyper à l'école. Il va paraître le 2 mai et on vient de le terminer. Là, la maquette, ça c'est la maquette, vous avez ça en exclusivité. C'est un travail qui a été vraiment très intéressant. Elle est spécialiste de l'hyper dans le sens hypersensibilité et puis aussi tout ce qu'on appelle les hauts potentiels. Elle est neuropsychologue et donc elle a apporté toutes les bases scientifiques et théoriques de neuropsychologie et moi j'ai apporté toutes les parties pratiques, comment mettre en place c'est les choses dont elle parle. Et, et c'est aussi des choses dont je vais vous parler un petit peu ce soir parce que justement, moi, j'ai découvert, alors c'est un petit peu affolant et puis bon, c'est comme ça. J'ai été enseignante pendant 21 ans dans l'éducation nationale sans connaître toutes ces informations qu'elle m'a données, alors qu'en fait, c'était justement ça. C'est le nœud pour moi de notre profession, nous les enseignants. Ça devrait être obligatoire qu'on comprenne les enfants et qu'on comprenne leur fonctionnement. Or, ben, malheureusement, on n'est pas formé à ça. Et c'est pour ça que je me suis vraiment penchée là-dessus. Alors, je vais, si j'y arrive. Alors, de quoi on parle, puisqu'on est là pour aider nos enfants, pour vous êtes là pour aider vos enfants à l'école, de quoi on parle quand on parle d'apprentissage? Bah, d'abord, sachez que apprendre, c'est juste inné, puisque le bébé, lorsqu'il naît, il est curieux et il a envie d'apprendre. Et le désir d'apprendre va rester toute la vie parce que apprendre, c'est avancer, c'est aller de l'avant. Et toute la vie, on apprend. Je vous ai mis ça entre parenthèses. Votre présence ce soir le prouve et tous ceux qui seront en replay aussi, ça prouve que vous avez envie d'apprendre. C'est donc naturel et c'est une activité absolument qu'on a en soi. Donc on pourrait un petit peu se questionner d'ailleurs pourquoi parfois du coup c'est si douloureux et si compliqué. Et on va revenir dessus. Pourquoi pour les enfants ça peut être un peu compliqué. C'est une activité qui implique toutes les compétences. Il faut pas oublier que c'est pas que dans la tête et que c'est pas que intellectuel. Ça, c'est mon discours avec les réflexes, les mouvements. C'est vraiment quelque chose d'hyper important aujourd'hui que je tiens à diffuser. On apprend avec son corps, on apprend avec, certes, son cerveau et on apprend aussi avec son cœur. Voilà, on est une personne entière et si on ne prend pas en considération ces 3 pans-là, le mental, certes, mais aussi le cœur, c'est-à-dire l'état émotionnel, et le corps, c'est-à-dire comment on se tient physiquement, nos capacités posturales et physiques, eh ben, on passe à côté de quelque chose d'extrêmement important, notamment et encore plus avec les enfants. Apprendre, c'est se baser sur une connaissance acquise pour construire des nouvelles compétences. Donc, c'est aussi partir toujours de ce qu'on sait déjà et continuer à avancer en apprenant davantage. Le bébé, il a appris comme ça, étape par étape, et il s'est toujours basé sur ce qu'il savait déjà faire. Avant de se mettre debout, il savait se mettre à 4 pattes, et c'est parce qu'il savait se mettre à 4 pattes qu'à un moment donné, il a pu accéder à la position debout. Ben, c'est la même chose pour tous les apprentissages. On part de ce qu'on sait et on va
euh, on va prendre ça comme base et on va y ajouter des nouvelles informations. Apprendre, c'est acquérir de nouveaux automatismes et on va devenir de plus en plus performant grâce à la répétition. Je vous dis des choses un petit peu basiques, mais vous allez voir pourquoi je vous redis ça dans ce que je vous dis ce soir. Pour apprendre, il faut donc être curieux, motivé, avoir un but, être capable de faire face au changement. Apprendre, c'est aussi se tromper, c'est répéter, c'est se poser des questions, c'est retenir, c'est mettre du sens, c'est faire des liens, c'est modifier ses perceptions et c'est créer de nouvelles connexions. Donc, vous voyez, c'est quand même très, très complexe, mais à la fois évident. Vous reprendrez le temps de lire toutes ces phrases si vous le souhaitez et vous verrez que ce que je dis, c'est juste des évidences. N'empêche qu'on ne se pose pas toujours toutes ces questions-là. Et là où, voilà, je vais vous donner déjà un petit aperçu de pourquoi ça coince, c'est parce que à l'école, apprendre, ça signifie essentiellement lire, comprendre, mémoriser et reformuler ce que on a mémorisé. Donc, vous voyez qu'on ne prend pas à l'école tout ce qu'on devrait prendre en compte, c'est-à-dire la curiosité, la motivation, d'avoir un but, mettre du sens. Et c'est souvent pour ça que on va retrouver son enfant en difficulté. Donc moi, je vais essayer de vous donner des petits outils ce soir pour que vous redonniez justement cette curiosité, cette motivation, redonner un but, redonner du sens, parce que c'est essentiel pour que votre enfant réussisse à l'école. Mais vous vous rendrez compte que en le comprenant et en comprenant son fonctionnement, vous arriverez à l'aider à réussir à l'école, hein, ce qui est quand même l'objectif, mais c'est vous qui allez peut-être lui amener ce qui lui manque pour réussir. Donc, nous allons voir comment aider votre enfant à mieux réussir à l'école et puis aussi à mieux se connaître parce que, comme je vous l'ai déjà dit, j'y crois vraiment. Mieux se connaître soi, c'est forcément mieux fonctionner et du coup faire de meilleurs choix, plus éclairés et en toute connaissance. Donc, ça me paraît très important. Alors, je vous ai fait trois petites diapos sur ce qu'il faut pour réussir. Il faut être capable d'être attentif, et ça, vous l'avez sûrement entendu, hein, si vos enfants ont des problèmes d'attention. Sauf que ce que on vous dit pas et que l'enseignant ne sait pas forcément, c'est que pour être attentif, et c'est le cas pour vous aussi, il vous faut trois principes. Il faut le moment, il faut qu'on nous dise quand être attentif. Si on ne vous dit pas quand, le cerveau, il va pas se focaliser sur quoi que ce soit. Donc, il faut lui dire, voilà, maintenant, il va falloir que tu sois attentif et que tu écoutes ce que je dise. Là, le cerveau va se mobiliser. Si on ne lui dit pas quand, il ne va pas se mobiliser. Le deuxième point, c'est l'orientation. Il faut qu'on lui dise sur quoi il faut être attentif. Si on ne lui dit pas sur quoi être attentif, le cerveau, il ne va pas savoir sur quoi se focaliser. Donc, il risque peut-être d'être attentif, mais pas sur les bonnes choses. Et puis, la troisième chose qu'il faut, c'est le système exécutif qui va sélectionner un programme. Donc ça, c'est un système qu'on a dans notre cerveau, pour faire simple, qui fait qu'on va sélectionner le bon programme pour pouvoir être attentif selon la demande. C'est vraiment très important, ces trois points-là. Il y a un test qui fait que euh, s- on, on voit une image et si on n'a pas d'objectif, si on ne nous a pas dit sur quoi nous focaliser, on risque de passer à côté des informations. Admettons qu'on nous pose une question après. Il y aura des gens qui auront mis leur attention sur les vêtements, d'autres sur la couleur des cheveux, l'autre sur combien il y a d'hommes et combien il y a de femmes sur l'image, d'autres sur le qu'est-ce qu'il y a derrière. Mais si on ne nous a pas dit quand être attentif, sur quoi être attentif, et donc notre système exécutif va pouvoir sélectionner sur quoi être attentif, eh ben, nous non plus, on ne va pas être capable
d'être attentif. Imaginez donc à l'école ce qui peut se passer hein, si on ne dit pas aux enfants de quand est-ce qu'il faut être attentif, sur quoi mettre leur attention. Il ne faut pas s'étonner que ça ne marche pas. Et c'est pas juste en disant sois attentif que votre enfant va être attentif. Donnez-lui un objectif. Dites-lui quand, dites-lui sur quoi, dites-lui même pourquoi. Mettez du sens et vous verrez que son attention va se mettre naturellement et de façon innée. Elle va se mettre en marche. Le système exécutif, comme je vous l'ai dit, ouais, c'est un système sélectif. Et ça, c'est la capacité du cerveau qui est formidable, c'est de sélectionner. Vous pensez bien que dans la multitude des stimulations et des informations que le cerveau a constamment, pour être attentif, ça veut dire qu'il va être capable un petit peu de fermer certaines portes de, et de se focaliser sur, donc de sélectionner la tâche à faire ou sur quoi il faut qu'il porte son attention. Et il sera d'autant plus efficace qu'il aura été stimulé, alimenté et qu'il aura expérimenté ce type de tâches à faire. Donc, si vous n'avez pas bien stimulé votre petit, enfin, je dis vous ou bien à l'école, si c'est pas vraiment bien stimulé, ben, on va dire que ça se travaille l'attention. Donc, on peut faire des petits exercices très, très courts, mais pour que le cerveau se remette en marche et réapprenne à être attentif. Il faut le stimuler. C'est en effet par les expériences que l'enfant va construire son système exécutif. Donc, plus il l'aura fait petit, plus il sera performant. Mais même s'il ne l'a pas fait petit, c'est pas grave parce que ça se travaille tout au long de la vie, bien entendu, en respectant donc ces trois grands principes que je viens de vous expliquer. Un deuxième point très important pour réussir, donc c'est la mémorisation. Ça, c'est typique de l'école. C'est pas forcément voilà, dans les apprentissages, bien sûr, il y a la mémorisation. Maintenant, le par cœur, il est quand même très typique de notre système scolaire. Euh, il n'y a pas beaucoup d'autres occasions dans la vie où on va demander à notre cerveau d'apprendre par cœur. Mais puisqu'il faut mémoriser, puisque vos enfants vont à l'école, on va essayer de les aider à le faire le mieux possible. Comment ça s'enclenche, la mémorisation? Bah, par des processus aussi assez complexes dans le cerveau. Je ne vais pas vous faire une leçon là-dessus. C'est encore le système exécutif hein, qui va savoir ce qu'il faut retenir. Donc, grâce à l'attention, il sait sur quoi se focaliser. Et grâce à son système exécutif, il sait ce qu'il faut inhiber, c'est-à-dire on ne prend pas tout dans ce qu'il y a à mémoriser. On est capable de sélectionner les informations importantes, les éléments importants. Il sait faire du tri et il sait aussi faire des liens. Comment faire pour aider votre enfant à mémoriser? Ben, là encore, ça passe par l'exercice. On fait des petits jeux et puis on l'aide à mémoriser. On utilise des moyens mnésiques. On verra tout à l'heure des choses très, très concrètes. Et on utilise les fonctionnements cérébraux préférentiels de son enfant. C'est ce que je vais vous présenter juste tout à l'heure. J'ai mis un warning là, un signe attention pour dire un enfant qui n'arrive pas à retenir n'a pas forcément des difficultés de compréhension. C'est peut-être simplement parce qu'il a du mal à trier et à catégoriser. Et on verra comment l'aider à faire ce tri et à savoir trouver les choses qui sont importantes à retenir. Mais il ne faut pas mélanger les troubles. Et je vous dis ça parce que les difficultés. Je vous dis ça parce que malheureusement, à l'école, on peut mélanger, les enseignants peuvent même mélanger un petit peu en disant, ah, il a des troubles de compréhension. C'est pas forcément de la compréhension. C'est ce que je vous disais en introduction. J'aide et j'accompagne des enfants euh, et les enseignants disent, il comprend pas, ou l'enfant me dit, je comprends pas, ou les parents me disent, oui, il comprend pas. Et finalement, en creusant un petit peu, c'est pas du tout des problèmes de compréhension, c'est des problèmes de mémorisation parce que, par exemple, il y a des problèmes de sélection. Un enfant qui ne va pas être capable de sélectionner les mots importants, par exemple, dans une leçon,
il va pas mettre, il va pas hiérarchiser et il va essayer de tout retenir. Et donc, c'est impossible parce qu'il y a trop d'informations. Et du coup, il va tout mélanger. Et puis, il va ressortir des bribes par-ci, par-là de ce qu'il a retenu. Et finalement, on va avoir l'impression qu'il n'a rien compris. Mais c'est vraiment pas des problèmes de compréhension. Quand on creuse un petit peu, c'est ça que j'ai fait, on se rend compte que c'était une histoire de mémorisation parce qu'il a pas mémorisé les bonnes informations. À partir du moment où on arrive à l'aider à trier et catégoriser et à sélectionner les bonnes informations, et bien là, tout, voilà. Là, il nous montre qu'il comprend très bien et il est tout à fait capable de nous réciter une leçon qui a du sens. Le dernier point qui est important pour réussir, c'est la motivation. Comment on l'enclenche? Ben, par la curiosité. C'est peut-être évident aussi, hein. L'envie d'apprendre, c'est la clé de la motivation. Comment on va faire pour motiver un enfant, pour lui donner l'envie d'apprendre, pour lui redonner l'envie d'apprendre? Eh bien, on va nourrir sa curiosité, on va redonner du sens à ce qu'il apprend, on va l'aider à faire des liens, c'est-à-dire, par exemple, faire des comparaisons et puis lui donner des exemples qui lui plaisent plus que ce qu'il a à apprendre. Et puis, on va y aller petit à petit. Et le dernier point, c'est la récompense. Alors, voilà, je ne vais pas faire quelque chose d'éducatif. Il y a des gens qui ne sont pas pour la récompense. Ou, voilà. La récompense, c'est pas forcément, c'est pas du tout faire un cadeau, hein. C'est simplement de dire bravo, c'est de féliciter, c'est de remarquer, dans le sens c'est remarquable que l'enfant, il a réussi à faire quelque chose ou qu'il a fait quelque chose parce que le cerveau aime la récompense. S'il n'y a pas de... En fait, la récompense, entendez-le dans le sens un but. Si le but est atteint, le cerveau est content. Et donc, il faut donner un petit peu, c'est, euh, c'est le, c'est dans ce sens-là, en tout cas, que je vous ai mis le mot récompenser. C'est pas faire un cadeau parce que tu as une bonne note ou parce que tu as réussi, hein. C'est pas ça que je voulais dire. Je vous ai remis un warning, un signe attention, parce qu'un enfant qui n'est pas attentif peut tout simplement manquer de motivation. Attention aux étiquettes avec les TDA. Donc, les TDA, c'est les troubles de l'attention. Il y a parfois TDAH. Le H veut dire hyperactivité. Moi, je pense qu'il y a des modes parfois et qu'en ce moment, on est dans la mode des troubles de l'attention. Il y a beaucoup d'enfants à qui on met ces étiquettes troubles de l'attention. Encore une fois, si on va chercher à comprendre son enfant et si on creuse un peu, sans aller voir des spécialistes, hein, vous allez voir, je vais vous donner des petits trucs ce soir très simples. Vous allez voir que les troubles de l'attention, c'est peut-être complètement autre chose et notamment le manque de motivation. Comment voulez-vous être attentif à quelque chose si ça vous intéresse absolument pas, si vous n'y mettez aucun sens? Euh, voilà, comment vous allez stimuler l'envie d'apprendre s'il n'y a pas tout ce que je viens de vous expliquer, si l'enfant ne fait pas de lien, s'il n'y a pas le but derrière qui est expliqué, à quoi ça va me servir, même si c'est pas à quoi ça va me servir, parce qu'à l'école, ça va pas toujours servir, c'est la réalité, mais simplement de dire, bah, tu vas apprendre ça parce que l'enseignant a dit qu'il fallait apprendre ça, hein, ça peut être ça, donner l'objectif. Et puis qu'il y a une évaluation sur tel ou tel sujet. Mais je me rends compte aussi, on se rend compte que il y a un énorme fossé entre ce qui est demandé ou ce qu'on croit être demandé et ce que les enfants en comprennent. Et donc, si vous pouvez vous-même reformuler ce qui est attendu, vous allez voir que les yeux de vos enfants vont s'éclairer. Parfois, en fait, ils n'ont aucune idée. Ils sont dans un espèce de brouillard, comprennent pas trop ni ce qu'ils ont à faire, ni pourquoi, ni comment. Voilà. Je veux pas vous dire que vous allez remettre du sens à l'école et à ce qu'on apprend à l'école. C'est pas le sujet non plus. Ça, ce serait un grand débat. Et
c'est pas le moment. Ce que je veux vous dire, c'est que par des choses très très simples, vous, parents, voilà, vous pouvez redonner du sens euh, et donc de la motivation et donc de l'attention parce que vous allez reformuler et réexpliquer avec des mots très simples en connaissant mieux votre enfant. Et du coup, vous allez voir que tout se fait. Ensuite, c'est comme si vous le remettez sur les rails, quoi. Et vous allez voir, c'est votre enfant qui fait: Ah, c'est ça. Ah, mais c'est que ça. C'est que ça qu'on me demande. C'est que ça qu'il fallait faire. Parce que vraiment, il y a un décalage entre ce que, puis nous, les adultes aussi, ce qu'on croit avec le langage des enseignants. Hein, faut pas, j'en fais partie, donc j'ai le droit de le dire. Je pense qu'on a un jargon parfois, on ne se rend pas compte qu'on est complètement en décalage avec le langage des enfants. Voilà, alors je rentre maintenant dans le sujet, comment comprendre son enfant, puisque c'était mieux, pour mieux l'accompagner, il faut comprendre son fonctionnement. Euh, je vais vous parler donc des profils d'apprentissage. Donc ça vient pas de moi. Je vais vous donner ça s'appelle les 7 profils d'apprentissage. Vous aurez les coordonnées. Puis il y a un site où justement je vous incite à aller faire le test. C'est très très simple. C'est comprendre le profil d'apprentissage de votre enfant. Parce que, encore une fois, si vous le comprenez mieux, vous allez mieux l'accompagner. Euh, ils ont déterminé qu'il y avait 7 profils d'identité. Donc, euh, soit le perfectionniste, vous allez peut-être déjà découvrir en lisant ces profils d'identité, reconnaître votre enfant. Mais il y a un test sinon que vous pouvez faire avec lui qui prend quelques minutes, qui est gratuit et très simple à faire. Donc le perfectionniste, c'est celui qui cherche la perfection, il n'aime pas l'échec. Il y a l'intellectuel, le réservé, qui aime apprendre et qui est jamais comblé. Et qui a, alors celui-là, l'intellectuel, il aime l'école en général, donc ça pose un peu moins de problèmes. Il y a le rebelle qui a peur d'échouer, qui veut bien faire, mais qui n'aime pas trop l'autorité. Il y a le dynamique qui est actif, débrouillard, pas forcément bon élève, pas forcément intéressé, mais il arrive toujours à se débrouiller parce qu'il comprend ce qu'on lui demande. L'aimable, qui aime faire plaisir, mais lui, il aime bien qu'on s'occupe de lui et qu'on lui dise bravo et qu'on le félicite. Il n'aime pas forcément l'école, il le fait pour faire plaisir. L'émotionnel, il est créatif et original. En général, il est un petit peu excessif dans ce qu'il fait. C'est l'artiste. Et puis l'enthousiaste qui voit le positif partout, mais par contre, qui a beaucoup de problèmes à respecter les règles. Donc, je vous ai mis ça parce que ça, c'est le résumé de toute la théorie là, sur les profils d'apprentissage. Euh, c'est vraiment juste un petit résumé parce que vous voyez là en bas, je vous ai mis le nom du site ou le nom du livre qui s'appelle Les 7 profils d'apprentissage de Jean-François Michel. C'est une piste pour mieux comprendre son enfant. Donc, au moins, allez voir son site et peut-être faites le test. Vous pouvez faire le test sur son site, c'est gratuit. Pour vous aussi, pour vous connaître et puis pour connaître le profil de votre enfant. Moi, je trouve ça vraiment intéressant parce que en fonction de son profil, on n'apprend pas du tout de la même façon. Donc, il y avait les 7 profils d'identité. Donc, votre enfant, il va être un de ces profils en priorité. Mais il y a aussi le profil de motivation. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la motivation, c'est un élément clé pour réussir à l'école. Il faut être motivé. Et là, ce test-là et puis ces informations-là, elles vous permettent de savoir quel élément motive votre enfant. Qu'est-ce qui va faire qu'il va être motivé? Et donc, il y a 4 profils de motivation. Il y a vais-je apprendre? Votre enfant est motivé s'il est certain qu'il va apprendre quelque chose. Ça, c'est un profil. Il y a avec qui je vais apprendre. Donc, votre enfant, il va être particulièrement sensible aux personnes, alors à la personne qui lui enseigne, mais aussi aux personnes qui sont autour de lui. Donc, ça va être un grand moteur de motivation. Avec qui
il est lorsqu'on lui enseigne. Le troisième profil de motivation, c'est quelle utilité? Donc, votre enfant, il sera motivé que s'il comprend et qu'il connaît l'objectif, le but. Est-ce que ça a du sens? Il a besoin de concret, il a besoin de comprendre. Ça sert à quoi d'apprendre ça? Et le quatrième profil de motivation, c'est où ça se situe. Donc, votre enfant, il est motivé quand il sait où, quand il aime le lieu de l'enseignement. Ce sont des enfants donc, qui aiment situer les choses, ils sont organisés, structurés. Et pour eux, c'est très important. Donc ça, c'est donc un profil. Ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il faut pour être motivé. Votre enfant, il a sa particularité. Il va être particulièrement sensible à un de ces quatre éléments de motivation. Et je vous invite vraiment à faire le test parce que c'est très, très intéressant pour comprendre, encore une fois, comment l'aider. Le troisième profil dans les profils d'apprentissage, c'est le profil de compréhension. Celui-ci, souvent, on le connaît un petit peu mieux, on en entend un petit peu plus parler. C'est donc le mode d'intégration, de mémorisation, comment votre enfant mémorise. Le mieux, quel est son profil de mémorisation préférentiel. Il y a donc trois profils de compréhension. C'est soit le visuel, soit l'auditif, soit le kinesthésique. Le visuel, votre enfant, il va utiliser plutôt sa vision, plutôt donc ce qu'il voit pour apprendre. Juste comme ça, si vous voulez vous poser la question ce soir, est-ce que votre enfant dit plutôt je vois quand on lui explique quelque chose? Là, ce serait plutôt un visuel. Auditif, votre enfant utilise plutôt donc ses oreilles pour mémoriser. Et du coup, il dirait plutôt oui, j'entends, j'écoute ou j'ai entendu quand on lui explique quelque chose. Ça veut dire ça que c'est plutôt auditif qui fait qu'il va mémoriser. Et puis le troisième profil, c'est kinesthésique. Donc votre enfant utilise plutôt son sens de la proprioception. La proprioception, c'est comment il se sent, comment il sent son corps dans l'espace. On dit que les kinesthésiques, du coup, ils aiment la sensibilité tactile, le toucher, ils ont besoin de bouger, ils ont besoin de sentir, ils ont besoin de comprendre, pardon, de toucher. Il dit je sens quand on lui explique quelque chose. Et puis donc, il aime bouger. Ça ce sont des préférences, hein, ce sont des préférences. Mais donc, il y a les profils d'identité, les profils de motivation et le profil de compréhension. Et votre enfant, il a un profil préférentiel dans chacun de ces profils. Je vous invite donc à regarder apprendre à apprendre.com et vous aurez le test gratuit pour connaître votre enfant et son fonctionnement. Pourquoi je trouve ça intéressant? Parce qu'une fois qu'on a trouvé le profil de son enfant, on va pouvoir mieux l'accompagner. Je vous donne des exemples là. On expliquera à son enfant qui a besoin de donner du sens l'objectif d'une tâche. Parce que c'est peut-être simplement parce qu'il n'a pas l'objectif et qu'il n'y met pas de sens qu'il n'arrive pas à se mettre au travail. Ça peut être aussi simple que ça. C'est pour ça que moi, je trouve que c'est une entrée intéressante de le comprendre, parce qu'il suffit de lui donner cette petite clé, et vous voyez vraiment des enfants qui se débloquent et qui, voilà, tout se débloque et tout se met à fonctionner, en fait, alors que sinon, on est parti pour des tas de tests et on se pose plein de questions, on se demande pourquoi il a ces difficultés, on se demande qu'est-ce qu'on a bien fait, mal fait, est-ce que c'est de notre faute? Alors que parfois, c'est simplement une toute petite, un petit élément qui nous manque. Et si vous le trouvez comme ça, vous débloquez tout. On laissera son enfant marcher pour mémoriser sa leçon s'il est kinesthésique. D'accord? Ou alors, on récitera à haute voix pour un enfant qui est auditif. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être que vous-même, vous savez, vous êtes peut-être plutôt auditif ou plutôt visuel ou plutôt kinesthésique.
Ou alors, vous avez appris comme ça quand vous étiez petit, on est assis à une table, on prend un crayon, on prend une feuille, et puis tu réécris 10 fois tes mots pour les mémoriser. Sauf que si votre enfant, il est plus visuel que le reste, ça c'est très bien, mais s'il est auditif, eh ben, il a plus besoin d'entendre les mots et peut-être qu'on les épelle pour les retenir. S'il est kinesthésique, il a peut-être besoin de les bouger, de les voir concrètement, de jouer avec des lettres, de jouer avec son ardoise, pour les retenir. Donc pour le même objectif, il ne va pas passer par le même mode. Or, à l'école, les modes d'apprentissage sont quand même toujours les mêmes. Alors on utilise le visuel et l'auditif. On n'utilise pas beaucoup le kinesthésique, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas beaucoup bouger les enfants. Et donc on met voilà, par définition, on met les enfants qui ont un profil kinesthésique plus facilement en échec. Ça, c'est voilà, c'est une réalité et c'est comme ça malheureusement. Mais vous, si vous connaissez votre enfant et si vous arrivez à définir son profil, vous allez pouvoir l'aider, au moins pour le moment des devoirs ou pour l'aider à réussir. Je vous donne un autre exemple. On imaginera des lieux qui lui plaisent pour l'enfant qui est sensible dans le profil de motivation où ça se situe. Et on le laissera faire ses devoirs là où il veut, là où il se sent bien. Si le lieu est important pour lui, c'est important de le laisser choisir. Donc, en utilisant son fonctionnement, on va pouvoir vraiment l'aider et j'écris, ça va permettre de se connaître et de gagner en confiance parce que si vous lui apprenez à se connaître, vous allez voir aussi qu'il va prendre confiance. Ça va de pair. J'insiste vraiment sur ce point parce que là, cette année, je fais un gros travail, j'aide beaucoup d'élèves et ça m'a permis d'aller creuser parce que je vous dis, certains me laissaient perplexe dans leurs difficultés, hein. Ils avaient des difficultés, c'est-à-dire qu'ils ne réussissaient pas à l'école, ils avaient des mauvaises notes, ils n'arrivaient pas à comprendre des choses, ils n'arrivaient pas à mémoriser parfois. J'avais toutes ces difficultés-là. Et en trouvant ces outils-là, et j'appelle ça des portes d'entrée, en comprenant leur fonctionnement, déjà, je leur ai dit, voilà, je te comprends maintenant. Je comprends comment tu fonctionnes. Alors, on sent l'enfant, il se sent enfin entendu, enfin compris. Donc, il gagne en confiance. Et puis, surtout, j'ai pu répondre à leurs demandes. Et un enfant qui est auditif, c'est pas la peine de lui mettre des textes entiers, visuels. À l'inverse, un enfant qui est visuel, si on lui met une vidéo en disant ouais, bah, c'est la mode, la technologie, on va lui mettre une vidéo avec un prof qui lui réexplique tout. S'il n'est pas auditif, j'ai envie de dire, ça sert presque à rien parce qu'il ne va pas réussir à se concentrer. Donc, ça me paraît vraiment important de le savoir et on peut agir. Et si on arrive à faire les bons choix pour son enfant, ben, en fait, vraiment, on l'aide. Mais on peut aller encore plus loin pour comprendre le fonctionnement de son enfant, pour connaître le fonctionnement. Là, je parle de préférence en matière de latéralité. La latéralité, je pense que j'en avais déjà parlé dans l'autre conférence, sinon je vous invite à aller lire mes livres. La latéralité, donc c'est droite-gauche bien sûr, et c'est le fait de pouvoir travailler avec les deux côtés ensemble. C'est indispensable pour l'apprentissage. Il faut travailler avec les deux côtés, mais il faut aussi avoir une préférence. Donc, s'il y a un mythe qui dit que c'est pas grave d'être ambidextre et de faire droite et gauche, ben c'est pas grave. On peut vivre quand même avec ça, mais c'est mieux et c'est même bah, c'est nécessaire pour réussir d'avoir un côté préférentiel. Le côté préférentiel, ça commence par le côté de l'hémisphère. On a deux hémisphères hein, qui ont chacun des rôles et qui travaillent ensemble, mais on a un hémisphère préférentiel. C'est un fonctionnement, hein, je rappelle, c'est pas un choix, c'est pas comme ça.
Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs on a des préférences, ça ce sera un autre sujet. Est-ce qu'on est comme ça? Est-ce qu'on le devient? Je ne peux même pas vous dire, mais on a un hémisphère préférentiel. Pour le tester, je vous invite à vous poser les questions, puis vous le ferez pour vos enfants. S'il est plutôt rêveur, créatif, dans la lune, sensible à l'art, à la musique, à la tonalité des mots plutôt, hein, il va dire, ah là là, tu t'énerves, tu cries, voilà, c'est plutôt la tonalité. On, on peut imaginer qu'il est plutôt cerveau droit. S'il est plutôt dans le concret, dans l'action, les pieds sur terre, même peut-être trop terre à terre, et s'il est sensible au sens des mots, hein, il ne va pas forcément vous dire, ah, mais tu m'as dit ça, tu as crié, tu m'as dit ça, tu avais l'air fâché, mais qu'il va dire, tu as dit tel mot et tu as dit, voilà, tu as dit ça, tu as dit telle phrase, on peut imaginer qu'il est plutôt cerveau gauche. On dit cerveau droit, voilà, c'est l'artiste, le créatif, le cerveau gauche, c'est l'intello, le mental. C'est pas si simple que ça, mais en tout cas, c'est de là. À l'école, on est plutôt cerveau gauche, puisqu'on est plutôt dans le mental, il faut tout comprendre, analyser. Mais sachez qu'il faut utiliser les deux côtés pour réussir. C'est vraiment trouver l'équilibre entre les deux qui va permettre de, de réussir à l'école. Mais faites ce petit test, là, posez-vous la question, votre enfant, ouais, il est plutôt cerveau droit, ok, ou plutôt cerveau gauche. Ça ne veut pas dire qu'il n'utilise pas l'autre, hein, c'est une préférence. Il y a aussi la préférence du pied. Le pied, c'est très simple pour savoir, hein. Il suffit de demander tape dans un ballon et puis on voit le, quel est le pied d'appui et avec quel pied il va taper dans un ballon. Donc, si vous ne connaissez pas le pied d'appui ou le vôtre, il suffit de faire ça. Pour la main, c'est celle avec laquelle on prend le crayon, avec laquelle on va plutôt manger, jouer, lancer une balle. Et donc, pour tester, ben oui, on regarde la main d'écriture. Je pars du principe que votre enfant a une préférence. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est possible que votre enfant soit ambidextre, qui n'est pas encore choisi, ça dépend de son âge. On estime qu'à 4 5 ans, allez, 6 ans maximum, l'enfant doit avoir choisi. Il a pu expérimenter les deux côtés, il a pu faire des choses des deux côtés, et il est normal, naturel, qu'il choisisse un côté préférentiel et qu'il ait une main dominante. Quand il n'en a pas, ça peut poser des problèmes à l'école voilà, je vous ai dit, c'est pas indispensable, mais c'est vraiment mieux d'avoir une préférence et une main dominante. Euh, on va dire qu'on sait que si l'enfant il n'a pas encore sa main dominante en rentrant en première année, en CP, il risque d'avoir des difficultés d'apprentissage. Donc en fait, c'est pas une critique, c'est pas un jugement, c'est juste qu'on le sait aujourd'hui. Normalement, si l'enfant s'est bien développé et qu'il a expérimenté ses deux côtés et qu'il a travaillé avec ses deux côtés, donc petit, puis en rentrant en maternelle, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il va arriver à une préférence motrice. Elle est naturelle, elle est normale, ordinaire et elle est indispensable. Pardon, je ne voulais pas dire indispensable, elle est importante pour apprendre à lire et à écrire. Je ne vais pas vous expliquer comment faire pour lui donner cette dominance s'il ne l'a pas, mais ça, c'est aussi dans mes autres conférences et dans mes livres. On peut faire quelque chose pour arriver à cette dominance si ce n'était pas le cas. On a aussi une oreille qui va être dominante. Alors, ouais, pour le tester, c'est celle avec laquelle on va écouter au téléphone. Alors, je sais bien qu'aujourd'hui, j'ai mon téléphone, les jeunes parlent comme ça, donc là, c'est un peu compliqué, je ne sais pas trop. Vous voyez que j'ai ma main dominante, la droite, mais voilà, on demande, sinon on prend un coquillage et puis on regarde si l'enfant va écouter la mère dans le coquillage plutôt à l'oreille droite ou plutôt à l'oreille gauche. On peut même demander à tester en disant, tiens, on va écouter à la porte, voir s'il y a quelqu'un, et puis on va voir s'il va poser d'abord son oreille gauche ou droite pour savoir. Et puis, il y a l'œil dominant. Donc ça, c'est l'œil avec lequel il voit le mieux. On a un œil dominant aussi.
Alors, pour tester, là, je vais vous montrer le test. Vous pouvez le faire en même temps que moi. Je ne vous verrai pas forcément. Vous allez donc faire un petit triangle comme ça. Et vous allez mettre vos deux yeux, hein, il faut voir vos deux yeux et fixer un point devant vous. Et puis ensuite, vous allez fermer un œil. Alors, vous êtes dans cette position, vous allez fermer un œil, puis l'autre. Et le point que vous avez euh, fixé, eh bien, il ne va pas bouger normalement si vous avez un œil dominant. Il ne va pas bouger lorsque c'est votre œil dominant qui reste ouvert. Mais vous allez voir un décalage lorsque votre œil qui n'est pas dominant est ouvert. J'espère que je suis claire. Donc, je répète, on fixe un point avec les deux yeux et ensuite on ferme l'œil droit et on regarde si le point a bougé. S'il n'a pas bougé, ça veut dire que votre œil gauche est l'œil dominant. S'il a bougé, c'est-à-dire, oui, si ça s'est décalé, votre œil gauche n'est pas dominant. Et vous faites la même chose ensuite. Vous fermez l'œil gauche et vous regardez si l'objet a un petit peu bougé, a été décalé. Alors, vous inquiétez pas si vous n'en avez pas, hein, c'est juste que vous n'avez pas d'œil dominant. Là aussi, il y a de la rééducation à faire. C'est important d'avoir un œil dominant. Donc, encore une fois, c'est pas une critique, c'est pas un jugement, c'est juste que c'est important d'avoir des dominances. Parce que c'est naturel d'avoir une dominance, donc de l'hémisphère du pied, de la main, de l'oreille et de l'œil. C'est normal d'avoir une dominance et que l'autre vienne en soutien. Si on n'en a pas, il va y avoir des ajustements à faire. Alors, on peut aussi tester l'amplitude du champ visuel et du champ médian. Pour faire ça, on va mettre le doigt devant soi. Vous regardez devant vous, vous ne bougez pas, mais vous bougez simplement le doigt et vous allez regarder jusqu'où vous pouvez voir. Et vous pouvez le faire des deux côtés, comme ça, et ça va vous donner votre champ visuel. Pourquoi je vous dis ça? Parce que selon les préférences, là encore, vous allez pouvoir agir. Si vous savez que votre enfant est lunaire, ben, vous le faites atterrir. Vous lui proposez des activités terre à terre. On va marcher pieds nus dans la terre, on fait du judo, oui, plutôt que de la natation. L'enfant lunaire qui fait de la natation, ou euh, il, il a besoin d'être ancré, il a besoin d'être au sol. Donc, vous pouvez compenser, vous, en lui faisant faire des activités. À l'inverse, celui qui est trop terre à terre, ben, on le met à la natation pour qu'il soit dans un élément où il ne touche pas la terre ou dans des sports de glisse. Ou, voilà. En tout cas, sans l'inscrire, si ce n'est pas son sport favori, on va lui proposer ça pour développer, parce que dans la vie, on cherche toujours un équilibre. Sur les préférences de l'oreille ou de l'œil, ça peut être important parce qu'un enfant qui a une oreille gauche plus active, on évite de le placer à côté de la fenêtre à gauche parce que sinon, il va être mobilisé par les bruits de la rue beaucoup plus et on va dire il a des problèmes d'attention. Et tout simplement, si on sait qu'il a l'oreille gauche dominante, eh ben on peut le mettre de l'autre côté de la salle, de l'autre côté de la classe en l'occurrence, et vous allez voir que tout à coup, bah oui, il entend mieux puisque s'il est collé au mur à droite, il a son oreille dominante à gauche, il va être plus attentif. Et simplement en faisant ça, c'est pour ça que je vous dis, en comprenant le fonctionnement de son enfant, on peut mieux l'accompagner, tout simplement pour ça. C'est la même chose pour l'œil. Si on a l'œil gauche dominant, eh ben, on va pas se coller côté gauche dans la salle, parce que ça veut dire que c'est plutôt le droit qui va regarder l'enseignante ou qui va regarder le tableau. Donc,
on va se positionner. Alors, je sais que les enseignants pourraient dire, ah oui, mais si je commence à faire ça, parce que vous allez aller dans quelques jours voir les enseignants de vos enfants, puis dire, ah ouais, mais en fait, j'ai vu, il a une préférence à gauche et puis là à droite, et puis j'ai entendu une conférence et la dame, elle m'a dit qu'il fallait le changer de place. Et l'enseignante, elle va dire, ouais, je peux pas faire ça, c'est de l'individuel, j'ai 30 élèves dans ma classe. Mais en fait, si elle le savait, elle pourrait le faire. Parce que ce qui tombe bien, c'est que votre enfant, il a peut-être l'oreille gauche dominante, mais son voisin, c'est l'oreille droite. Donc ça tombe bien, il suffit juste de les changer de place et ça marche. En général, c'est très équilibré. Mais malheureusement, ce n'est pas des connaissances que les enseignants ont. Donc, ils ne prennent pas ça en compte et ils vont vite faire dire problème d'attention, problème de concentration, problème de compréhension, alors qu'encore une fois, ce n'est pas ça. Un enfant qui a un œil gauche dominant, une main droite, bah oui, on va accepter qu'il se mette un peu bizarrement sur sa chaise parce qu'il est obligé de compenser. On a tous des profils différents. Et on peut être droite-gauche. C'est pas parce qu'on est droitier de la main qu'on va être droitier pour tout. C'est ce qui est le mieux. Un cerveau gauche et latéralisé à droite. L'œil, l'oreille, la main, le pied. Ça, c'est un enfant en général qui fonctionne bien à l'école. Mais on a toutes les possibilités. On peut être cerveau gauche, main droite, œil gauche, pied droit. Voilà, tout est possible. Alors, il y a aussi de la littérature là-dessus, mais c'est un petit peu complexe. Là, je veux juste vous donner cette information pour vous dire tous les profils sont possibles et en les connaissant, au moins, on peut mieux accompagner son enfant. C'est tout. C'était ça le but un peu de la conférence ce soir, c'est que vous pouvez mieux l'accompagner. Euh, un enfant donc qui n'a pas trouvé son côté dominant, ben, oui, on peut l'aider en faisant des mouvements croisés. Ça va être la dernière petite partie où je vais quand même reparler de mes mouvements. Et pour l'aider à se latéraliser parce que c'est important. Et un enfant qui a un grand champ visuel périphérique, ça veut dire, si vous faites cet exercice-là, comme je vous ai montré tout à l'heure, là, voir jusqu'où, vous restez le regard droit, hein, mais vous allez venir voir jusqu'où vous voyez. Il y a des enfants qui ont un champ, on dit périphérique, c'est-à-dire sur les côtés, très, très, très grand. On a l'impression qu'ils voient derrière leur tête. Et alors, ça peut être chouette parce ils voient beaucoup de choses, mais pour réussir à l'école et même pour réussir à être concentré, il faut être capable de se focaliser. Donc, si on a un champ périphérique trop important, c'est des troubles de l'attention, c'est sûr, parce que on est trop sollicité, on est stimulé par tout ce qu'on voit. Et donc, ben, quand il faut se focaliser sur le texte qu'on a devant soi, sur le travail qu'on a à faire, il y a le visuel qui prend trop de place et qui dérange et on n'arrive pas à se concentrer. Donc, votre enfant, si ça se trouve, c'est ça, sa difficulté. Et du coup, l'enseignante va vous dire, il a des problèmes d'attention, troubles de l'attention, alors que ce n'est pas ça. Donc, quelques petits conseils généraux. Ben, on varie le type d'activité, oui, selon les différents profils. Donc, d'une part, on va prendre les profils dominants. Maintenant, vous saurez, vous allez les tester, vous allez savoir comment fonctionne votre enfant. Mais vous allez aussi stimuler les autres, hein, parce que c'est pas parce qu'il a un profil dominant qu'il faut pas stimuler les autres profils. Mais en tout cas, vous allez utiliser cela pour l'aider. Par exemple, oui, écouter une lecture au lieu de lui faire lire. Si il est plus auditif, n'hésitez pas à le faire à voix haute parce que vous allez l'aider à comprendre plutôt que de dire ouais, mais il comprend rien en lecture silencieuse. S'il n'est pas visuel, ben, au moins laissez-le lire à haute voix parce que c'est comme ça qu'il va comprendre. Faites des petits jeux pour développer et sensibiliser tous ses sens. Je vois que j'ai fait une erreur. Oh là, pardon.
On fait des petits jeux, ouais, il y a le jeu du goût, de l'odorat, suivant les âges. En tout cas, si vos enfants sont petits, n'hésitez pas à stimuler tous leurs sens, mais même les grands, ils aiment bien, hein. On se bande les yeux, on sent, on touche, voilà, on fait des jeux comme ça pour stimuler ses sens. Pour les jeux de mémorisation, ben pour le travail de mémorisation, ouais, on peut faire des moyens mnémotechniques. Et notamment les cartes à double face, on utilise des couleurs, on utilise des codes, on peut faire les cartes mentales. Maintenant, je ne dis pas qu'il faut faire des cartes mentales pour tout le monde. Encore une fois, ça va dépendre du profil de votre enfant. Les cartes double face, c'est très intéressant comme outil parce que c'est quelque chose qu'aime aussi le cerveau. La devinette comme ça, donc euh, vous mettez 5 fois 3 d'un côté et puis 15 de l'autre. Et le cerveau, il va aimer cette gymnastique, il va se souvenir parce que on va allier tous les sens, on va allier le visuel et le kinesthésique. Il aime bien aussi qu'on mélange ça, même s'il y a un profil dominant. Et donc, il va mieux mémoriser. Donc, utiliser, là, c'est pareil, je vous laisse aller chercher des moyens. Il y a plein de livres là-dessus. Si vous avez besoin, je peux vous donner aussi des conseils. Mais les moyens mémotechniques, c'est aussi utiliser ce qu'aime l'enfant. Donc, faire des liens. Mettez des codes, mettez des couleurs, mettez ce que le cerveau aime. S'il est auditif, on met du son et donc on fait des liens avec les mots pour l'aider à retenir. On, on- on met des chiffres si, il aime les maths pour retenir des mots. Vous voyez, soyez créatifs pour les aider à retenir. Et puis, mon dada, on effectue des mouvements pour reprendre le contrôle de son corps. Oui, parce que ça, je prône vraiment ça. Et donc, je ne sais pas si vous avez en replay encore les autres conférences que j'avais faites, mais sinon, je vous invite à aller voir des informations sur mon site sur les réflexes. Donc les réflexes archaïques, c'est particulier, mais ça parle surtout du mouvement et du corps. Si votre enfant ne contrôle pas son corps, c'est-à-dire qu'il ne contrôle pas ses mouvements, bah, il y a des chances qu'il soit en difficulté à l'école. Et donc, en l'aidant à reprendre le contrôle de son corps, vous allez aussi l'aider à mieux réussir à l'école. Notamment pour l'attention, je vous ai juste mis ces petits mouvements de rotation de la tête droite, gauche et haut et bas. C'est aussi simple que ça, mais voilà, parce que parfois et souvent, les enfants qui ont des problèmes d'attention, bah, je vous dis, c'est parce qu'ils sont soit trop stimulés au niveau visuel, au niveau auditif, ils n'arrivent pas à sélectionner, ils n'arrivent pas à faire le tri, ils n'arrivent pas à inhiber le reste des stimulations. Donc, on dit, ils ne sont pas attentifs. Simplement en faisant ces petits mouvements-là, voilà, on va permettre de remettre de la fluidité dans le corps, aux oreilles de s'écarter, aux yeux aussi, de s'apaiser. Et, euh, et vous allez voir que votre enfant va améliorer ses capacités d'attention. Le signe de l'infini, ça c'est un de mes chouchous, bien sûr, pour la concentration, parce que pour la concentration, on a besoin de focaliser, on a besoin d'utiliser son cerveau droit et son cerveau gauche, et que ce signe de l'infini bah, force le cerveau à faire cet exercice-là. Vous voyez bien que on va aller à droite et à gauche et au centre, et du coup, le cerveau, il fait ce mouvement-là quelque part, et du coup, il va réussir à se concentrer et à se concentrer, c'est aller au centre. Et pour la motivation, ça c'est mon dernier venu, c'est c'est l'élan. On est assis et puis on s'amuse, on se relève, et on y va. Les enfants qui sont pas motivés, en fait, ils sont même pas capables d'aller de l'avant, leurs bras tombent, pèsent lourd et restent assis, ils n'y arrivent pas. Donc on fait ce petit mouvement et on s'amuse à le faire en mettant son objectif, je fais mes devoirs. On s'amuse un petit peu avant et comme ça, vous allez voir que c'est aussi plus facile pour le motiver. Voilà, moi j'ai presque terminé. Je propose des formations en ligne. Je fais quand même un petit peu ma pub, hein, j'espère que vous ne m'en voudrez pas.
Je vends des jeux de cartes de mouvement, 22 euros avec les frais de livraison. Là, je viens de finir ça. C'est donc ces images-là que vous voyez. Il y a 54 cartes et puis vous avez accès à un document qui vous explique à quoi ils servent. Mais voilà, c'est pas la conférence de ce soir, hein, là, elle parlait pas de ça, mais Yardena le sait, voilà, je prône le mouvement, je prône les réflexes pour se faire du bien. Mais ce soir, j'avais envie de, voilà, de vous apporter autre chose. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté quelque chose. Je suis là, euh, je suis là pour répondre à vos questions. Magnifique, magnifique, Emmanuel. Vraiment des outils très concrets, pratiques, qu'en tant que maman et enseignant, on peut vraiment appliquer dans notre classe. La motivation, la latéralité qui est vraiment très importante. Je te remercie infiniment et je savais pas que tu avais fait ton jeu de cartes. J'arrête Je vais pas. commander, mais tu fais très bien. Je vais le commander parce que je trouve ça vraiment très pratique. Et je vous laisse ouvrir les micros pour poser les questions en direct. Donc, attendez, demandez à tout le monde de réactiver le micro pour profiter de toi. Euh, voilà. À toutes les participantes, merci d'avoir été présentes. Vous avez la possibilité de poser des questions. Alors, avez-vous des questions sur... Bon. Il n'y a pas de questions. Euh, Merci, on te remercie beaucoup, Emmanuel. Je reçois des messages en privé. Merci à vous. Euh, encore, on me dit qu'ils ont le micro. Ok, attends, excuse-moi. Tac, tout le monde devrait activer le micro. Normalement, ils ont la possibilité. Vous avez la Oui, possibilité de réactiver le c'est micro. bon là, c'est bon. Bonsoir. Bonsoir. C'est Laurie? On vous entend pas. Elles sont. Allô? Oui, Oui, C'est bonsoir. bon, bonsoir. bonsoir. Euh, je disais que c'était vraiment très intéressant. Tu m'entends? Merci. Ouais, voilà. Donc, je voulais vous remercier parce que c'était très, très intéressant. Et c'est vrai que cette histoire du cerveau directeur ou de l'œil, l'oreille, tout ça, même si, enfin, des fois, ça, on peut connaître, mais on n'en a pas, comment dire, quand on est avec notre enfant, on pense jamais à ça. On se dit pas, tiens, quel est son